Badge, président de syndicat. Quel gaspillage, encore une fois, d'énergie, d'argent et de taxes. Une bombe. Ça suit comme des souris blanches. Il y a du terrorisme quelque part. C'est une bombe. Gilles Proulx, c'est une bombe. Il y a quand même des armes charitables. Tout le monde en Vous êtes un imbécile, un maudit raciste. Ça demeure pour moi un des grands journalistes. Un journaliste demain qui a du goût et qui a du peuple. Il faut savoir vivre et savoir mourir. Je dénonce le voile qui n'a pas sa place dans une télé. Il a consacré sa vie à la défense du français jusqu'à se battre à coups de poing. J'espère qu'on aura des pancartes en français aussi, même à Montréal, dans la deuxième ville française du monde. Il a peut-être le verbe à droite. Moi, je dirais qu'il a le cœur à gauche. Si on voit quelqu'un élever la voix, tout de suite, c'est un fasciste. Ah, lui, il est de droite, il est dans le... Ici, droite, belle humeur, votre féministe à moustache. Mon père est définitivement de droite. Parfois même d'extrême droite. Ou de wow, le cul, c'est une pelle. Puis on embauche d'autres mondes qui vont être bien heureux à 45 000 avec des avantages sociaux. C'est un phénomène radiophonique. Vraiment un phénomène radiophonique. Ça fait 145 fois qu'on nous annonce qu'on est une entente, qu'on a une entente, qu'on est au bord d'une entente, puis de procéder. 145 fois depuis 2 ans. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est pamphlétaire. Et dans une société démocratique, le rôle des pamphlétaires est très important. Comment peut-on imaginer qu'on en est rendu là dans la folie collective ou universelle? Il voyage tellement, il comprend qu'est-ce qui arrive dans le monde entier. Lui, c'est un gars qui est très sensible. C'est un homme que je respecte énormément. Le Kenya est un véritable paradis terrestre. On est au large du Maroc. C'est un gars qui est loyal et sa vision de la vie, c'est de découvrir ce qui se passe ailleurs. Quiconque écoute Gilles Proulx parler de ses voyages voit un autre homme. Là, l'enfant revient avec son père, puis là, il engueule la professeure, puis il dit « Toi, ma maudite folle, puis t'es mieux de garder mon enfant, puis tu payes des taxes, puis tu vas l'endurer. » Gilles Proulx est un homme partagé entre 3 passions. La radio, les femmes et les voyages. Il s'est battu pour devenir quelqu'un. Et quand Paul-Émile Beaune lui a donné sa chance à CGMS au Journal du Midi, et que là, qu'il a eu l'occasion de s'attaquer à Pierre Pascot, qui représentait là, le sommet en radio à ce moment-là, il a pris ça comme une lutte à finir. Un défaut. Je dirais son défaut, il y a trop de femmes qui courent après. Il pogne avec les femmes, le Proulx. Son petit physique, sa petite tête de revelu qui est à la dernière mode, 3-4 Voyager avec Gilles, c'est pas reposant, mais c'est fort intéressant parce qu'on découvre toujours. En 1940, je suis un enfant de la guerre. Je suis né en avril, le 5. Et à Verdun, qui était un quartier de banlieue à l'époque, quartier ouvrier où tout le monde travaillait. Jacques est de 5 ans l'aîné de Gilles et son seul frère. Je l'ai presque vu venir au monde, Gilles. Je me souviens très bien que mon père m'avait envoyé coucher un peu plus tôt parce que ma mère avait perdu ses os, puis que ma grand-mère était arrivée, mon autre grand-mère était arrivée, mon père était là. Le médecin est arrivé un peu à la course. Puis moi, j'étais couché dans la chambre en arrière. Il n'y avait rien que le chambre d'abord. On était vite dans un 4,5. Tout à coup, j'entends « Yeah! Yeah! » Ah ben, ça y est, j'ai un frère. Je m'en vais en avant, puis ma grand-mère me prend dans ses bras. Elle dit « T'es un petit frère, tu sais, t'es un beau petit frère. » Qui va s'appeler Gilles. Mon père était un mécanicien qui va devenir chef mécanicien pour Chrysler. Il travaille pendant près de 30 ans pour la firme Longueuil Automobile. Mais auparavant, il avait été chauffeur privé pour certains millionnaires de Montréal. Durant la guerre, il avait bâti des bateaux de guerre. Alors, il s'était imprégné de l'histoire de la guerre et aussi, tout jeune, m'administrait des connaissances de la guerre. L'Angleterre, Churchill, De Gaulle, Hitler. Il y avait quand même chez lui un goût de transmettre certaines connaissances qui ont rejailli et qui ressortent encore aujourd'hui chez moi. Son père, lui, se serait parfaitement contenté d'avoir un Gilles qui travaille au garage avec lui. Son père lui racontait des histoires. Il s'était intéressé à la Deuxième Guerre, à toutes sortes de choses. Alors, il l'amenait à l'île des Sœurs en canot. Puis il racontait les grandes batailles, les grands monuments, etc. Et c'est les meilleurs moments qu'il y a eu avec son père. Ma mère venait d'un milieu ouvrier aussi. Son père était un contremaître de grands chantiers. Elle avait travaillé sur des grands chantiers à travers le Canada. Elle a été barouettée. Elle a déménagé souvent d'un foyer à l'autre parce que le père, Mallette, le grand-père, avait un contrat à Sorel. Ça pouvait être à Sudbury quelques années plus tard. Raymond Paquin est une vieille connaissance de Gilles. Il a publié une biographie intitulée « Les 400 coups de Gilles Proulx ». Il a aussi été le gérant du groupe Les Colocs. Et il a écrit un essai sur le chanteur soliste du groupe, Dédé Fortin, qui s'est suicidé malheureusement il y a quelques années. Il adorait sa mère. Sa mère avait une ambition extraordinaire pour ses 2 enfants. Elle voulait qu'ils réussissent tous les 2. Elle voulait qu'il y ait pignon sur rue. Elle voulait qu'il y ait des études.
Gilles grandit dans un contexte familial fort particulier. Le père a une maîtresse, Marie, qui l'amène vivre avec ses 2 enfants dans la maison familiale pendant que la mère, Antoinette, a de nombreux amants. C'était vraiment spécial, inimaginable. Quand on pense, par exemple, le dimanche, mon père pouvait nous amener, Jacques, moi, les enfants de Marie et elle-même, louer une chaloupe au quai Leblanc à Verdun, traverser à l'île des Sœurs, à l'époque où les Sœurs étaient là, aller pique-niquer, se baigner entre les joncs. Il y avait des cours d'eau limpides à cette époque-là. Et revenir le dimanche soir, c'était pour nous une belle journée champêtre d'aller faire un pique-nique à l'île des Sœurs avec mon père et sa blonde. Ma mère était à la maison, avait-elle un amant? Oui. Et elle pourrait aller au cinéma avec lui le dimanche soir. Mon père et cette femme gardaient les enfants à la maison. Et tout ça va nous travailler intérieurement la conscience parce qu'on était à une époque où la cellule familiale est encore assez solide, du moins encouragée en apparence par l'Église. Et puis plus tard, quand on va me placer au collège de Longueuil, c'est évident que ça va m'agacer de voir un dimanche, mon père vient me voir au collège de Longueuil. Des fois, il était avec Marie. Le dimanche ensuite, c'est ma mère qui venait avec son ami Yvan et puis qui attendait dans l'auto. Et après un certain temps, le frère me dit, le frère Julien, votre mère, est-ce que c'est la rousse ou la blonde? Et évidemment, là, je dis c'était la blonde. Il y avait tout ce jeu de camouflage, de cachette qui, somme toute, traumatisait une petite conscience dans ces années-là. Il sera pas tellement bon à l'école, pas un grand étudiant. Pour des bonnes raisons aussi. Il faut dire que nos pères et mères sont séparés à ce moment-là, qu'on a eu des problèmes. Mon père a fait rentrer sa maîtresse dans la maison avec les 2 enfants de sa maîtresse. Ma mère avait moult chums, donc on se ramassait à 8 dans la maison. Un petit 4,5, c'était vraiment affreux, c'était pas propice aux études. J'ai doublé 2 fois, je ne suis pas le meilleur des élèves à cause de tout ça. Je suis un élève distrait qui a toujours la pensée ailleurs et qui va traîner de la patte. Je n'aurai pas un grand succès au niveau des études. Heureusement, mes parents, enfin mon père, m'initie à la lecture en bas âge. Et ça va être Tintin qui va être mon compagnon. Et Tintin m'a fait découvrir la géographie, puis des intrigues, puis un métier de reporter. Gilles est en 3e année, moi je suis en 8e année. Et on rate tous les 2 notre année. Pour les raisons qu'on peut comprendre. Donc ma mère décide moi de m'envoyer en reprise durant les mois d'été. Puis elle décide d'envoyer Gilles au collège. Donc on le fait entrer au collège de Longueuil. Mais à toutes les 2-3 semaines, Gilles s'ennuie, puis il décide de revenir à la maison. Il prend l'autobus, traverse le pont Jacques-Cartier, prend le tramway, prend l'autobus, se rend jusqu'à Verdun. Sonne à la porte, ma mère ouvre la porte, elle pogne la file de bord, puis elle retourne au collège de Longueuil. Et c'en est fait de cette excursion-là. 3 semaines, 1 mois plus tard, bon, Gilles recommence encore une fois, puis encore le même stratagème, ma mère le retourne de bord, finalement, il accepte son sort. Gilles vit dans une famille éclatée. Il se souvient des visites chez le père de sa mère, un grand-père bien particulier. Quand elle a visité mon grand-père, Mallette, c'était toujours le défi des connaissances. Qu'est-ce que t'enseignes tes fleflins à l'école? Puis tes professeurs, ça vaut pas un demi-heure de pisse à geler. Il y avait des expressions colorées. J'ai pas besoin de connaître ce gars-là, puisque j'ai besoin de connaître le petit homme dans l'une. Puis ça, c'est épais comme un bœuf plié en 2. Des expressions que j'ai héritées, que je me suis servi en ondes pour devenir un animateur coloré en quelque sorte. Mais il pouvait prendre la salière à la table, là. Puis toi, là, mon petit-fils, là, ça vient le sel, ça, là. Il fallait que vous puissiez parler du sel. D'où ça vient le sel? Qu'est-ce que ça fait le sel? T'es un petit ignorant, tu sais jamais rien. Bon. Il y avait un grand-oncle qui avait fait la bataille de Vimy en France et qui était un aventurier. Vraiment un aventurier. Dans sa famille, tout le monde voulait être militaire. Son frère, Jacques, est allé dans l'aviation. Il est allé étudier dans l'aviation. Son père essayait de se faire engager, mais il était réformé parce qu'il avait des enfants. Donc, il y avait 2 sortes d'attraits majeurs. Il rêvait d'être militaire à cause de la discipline, puis l'ordre, puis des bagarres et tout ça. Puis en même temps, il voulait être un aventurier parce qu'il aimait courir des femmes, puis il aimait courir tout ce qui était possible de faire. Alors, il était tiraillé par ça. Et chez lui, il y avait un père qui était d'une douceur extraordinaire. Un gars qui ressemblait au Québec de ces années-là, mais qui écoutait ses JD en anglais, qui lisait de Gazette, son meilleur ami était un anglophone qui ne parle pas encore un mot de français 150 ans après. Et c'était un homme doux.
sa mère, qui était une superbe femme, qui avait une tête à la Rita Hayworth, et que les hommes sifflaient sur la rue, ce qui dérangeait Gilles un peu, parce que dans ce temps-là, à Verdun, si ta mère se fait siffler par les gens, il faut que ce soit une mauvaise femme. Ma mère est morte jeune, à 53 ans. Mon père pleurait comme un enfant. Voyez-vous comment est-ce que c'est? Il était là au cimetière. Il était avec sa femme, ou sa blonde, pardon. Et il enterre sa femme, avec qui il ne vit plus, mais qu'il respecte, qu'il voit. Bon. Et ça n'a pas pris 3 mois qu'il a marié pour officialiser cette relation qu'il avait depuis trop longtemps. Cette femme, avec qui il va vivre 28 ans de temps. Et je la vois prendre soin de mon père, dont la santé se détériore, et être son infirmière jusqu'à son dernier souffle. Et par respect, j'ai gardé un lien avec cette femme que je vais voir encore et que j'aime bien, qui vieillit, qui demande à tous les jours de mourir, qui est rendu à 92 ans et qui ne tombe pas, qui voudrait aller rejoindre mon père et qui, en tout cas, a fait que j'ai maintenu des contacts avec les 2 enfants aussi, mais c'est beaucoup plus espacé. Salut, mon vieux Claude, comment ça va? Ça va bien, mon Gilles? Toi? Alors, lui, c'est le fils de Marie, la 2e femme de mon père. En pleine forme, mon vieux Claude, fait de la moto, t'entends le Toujours printemps? Alors, j'en ai fait avant-hier. Ah, ben c'est beau. Profite. C'est beau. À la prochaine, mon Gilles. Salut, bye-bye. Bye-bye. Ma mère, elle a été perturbée longtemps, là, puis elle a eu beaucoup d'amants. Elle ne savait où donner la tête jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme qui va prendre soin d'elle et qui est 10 ans plus jeune qu'elle. Et Yvan Goulet va donc rentrer dans la vie de ma mère et en prendre soin beaucoup. Et lui aussi accompagner ma mère jusqu'à la mort. Alors, Gilles, donc, devient un bonhomme assez chétif, finalement, quand il était jeune. Et il grandit. Il est très beau bonhomme. Il a très beau faciès, des cheveux qu'il va plus tard payer à la Elvis. Beaucoup de succès avec ses petits amis autour de lui. Quand il commence à être teenager, Gilles, qui est toujours beau garçon, qui voit des films comme Rebel Without a Cause avec James Dean, très influencé par James Dean, ce jeune rebelle, beau garçon, un peu de la même taille que Gilles. Il s'achète une veste rouge. Plus tard, il voit le film de Marlon Brando sur sa moto, qui l'avait beaucoup marqué. Alors, il s'achète une moto. Et vu qu'il n'a pas encore de permis de conduire, il me demande d'aller le reconduire avec la moto, avec lui en arrière, et moi aux commandes, à Saint-Jean-de-Bâton. Finalement, on arrive au Lac-Vert, et là, Gilles, avec sa moto, devient le roi de Saint-Jean-de-Bâton, le roi du Lac-Vert. Les petites filles sont autour de lui. Il fait un peu le gars le plus populaire de la place. C'est le premier garçon que j'ai embrassé. On était assis sur un tronc d'arbre. Louise Gauthier a 14 ans à l'époque. Elle passe ses étés à la campagne. Elle peut se vanter d'avoir été la première blonde de Gilles. C'est mon premier amour, puis c'est vrai, là. Puis Gilles, quand il y avait des sous, bien, ce qu'il m'achetait, c'était une palette de chocolat Caravane, un chips, puis une liqueur, quand on allait danser. Puis c'était des chansons des Platters, je pense, qui jouaient beaucoup. Ça, c'était nos étés, ça. Et c'est notre grand-mère, notre formidable grand-mère, qui, voyant la détresse familiale, devient quasiment une seconde mère pour Gilles et pour moi. Donc, on fait à peu près ce qu'on veut. On passe nos étés là. J'ai lâché l'école à 17 ans. En 11e année, à Noël, je n'ai même pas terminé. Je me suis fait mettre dehors. Le frère directeur avait envoyé une lettre à mon père pour dire qu'il ne servait à rien de me garder, que j'étais perturbé, je perturbais les autres, et puis que j'étais constamment dans un autre monde. Et effectivement, j'avais abandonné. Une enfance malheureuse qui trace la voie à une adolescence perturbée. Gilles Proulx a été marqué par une enfance difficile. Cette instabilité se manifestera à l'adolescence et le suivra pendant toute la première moitié de sa carrière. Ce soir, dès 20h, Super Science pose... Proulx est souvent pointé du doigt et identifié comme étant bien particulière. Gilles a besoin d'affirmation. Il prend les grands moyens. Cette graine de violence va ressortir vers 15 ans, je m'affirme, je deviens chef de gang carrément. Je ne suis pas le plus grand et le plus fort, mais je suis meneur de gang. Je vais vouloir affirmer l'espèce de personnalité française. On va aller se battre contre des Anglais. Évidemment, cette graine de violence, je la manifeste dans une forme de délinquance, des mauvais coups que je vais faire. On niaisait ici et on taquinait les filles. Et c'est ici que le policier Godin est monté sur le trottoir avant qu'on aille à l'école. Allez-vous-en à l'école, bande de petits maudits voyous, arrêtez de courtiser les filles.
On a dit, toi, on va te pogner un de ces bons matins. Alors, le lendemain, comme il passait tous les jours à la même heure, vers midi et demi, on entendait sa motocyclette ronronner, on était une dizaine. Alors, on s'est mis à crier, on savait qu'elle semblait de là. Le chien a godé! Alors, il était rendu peut-être à quelques centaines de pieds plus loin. Alors là, on s'est sauvé ici dans le ruelle et on avait acheté une poche de sable. On avait pendu le sable ici. Et là, il est arrivé avec sa moto à toute vitesse qui ronronnait. Nous, tout ce qu'on a entendu dans les tourelles, c'était le ronronnement de la moto qui se lamentait incroyablement pour apercevoir à travers un trou de tourelle notre ami Godin avec la cravate, la chemise déchirée sur le derrière puis la moto qui tournait comme une toupie. J'ai vagabondé à niaiser, somme toute, et devant rien, pas très outillé intellectuellement. Et c'est là que je vais me prendre en main vers 20 ans, 21 ans, pour aller vers la radio. Il veut gagner sa vie en français. Il a comme exemple son frère Jacques, qui est au début d'une brillante carrière radiophonique. Il fait alors appel à José Ledoux, personnalité artistique de l'époque, qui deviendra son mentor et le guidera vers ses premiers pas radiophoniques. Une grande passion se révèle. La radio. Alors, ça s'inscrit dans le mouvement de la Révolution tranquille. Ça m'éveille. 1960, des grands bouleversements, le changement. Le Québec plus fort, disait Jean Lesage. Je veux travailler dans ma langue. Il fait la même tournée que moi. Moi, j'ai commencé à faire la radio à Matane. Gilles, donc, me suit un peu. Il s'en va à Québec. Il me suit. On pense que Gilles, c'est un autre Jacques Proulx et qu'il va avoir le même succès, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il s'en va à Matane, on est encore un peu déçu de lui. Moi, j'étais un véritable animateur, si on veut. Gilles est un intervieweur. C'est un bagarreur, tant à la radio que dans sa vie personnelle. Mais c'est pas un vrai animateur de radio. Autant Jacques va me stimuler et ouvrir la voie pour me dire, ben, s'il a été capable, je suis capable. Mais je me suis aperçu que chacun a son métier et ses disciplines. Évidemment, mon frère était une sommité, surtout à Montréal, jusqu'à ce que je décide de me détacher du métier d'animateur et me diriger vers les affaires publiques, et là, creuser cette espèce de sillon-là pour me faire une voix à moi. Mais avant d'en arriver là, bien des embûches se dressent sur la route de Gilles. Des voyages en Europe, des mises à pied, 2 campagnes électorales, la naissance de Nicolas et des amours perturbés. Je me suis marié 2 fois, et les 2 fois, j'ai perdu mon emploi. La première, c'était à CKLM. Bon, en 66, je rencontre ma femme, Lise Dauphin. Je la trouve bien belle, elle ressemble à France Gall. Et je tombe amoureux d'elle, même je la parle enceinte, et puis on se marie. Donc, ils font un enfant, tous les deux, puis c'est Nicolas. C'est un petit être qui ressemble beaucoup à Gilles, d'ailleurs. Physiquement, il ressemble beaucoup à Gilles quand il était petit. Mais au bout de 3 ans, bon, il y a des divergences qui arrivent. Je veux grossir la famille, elle ne veut pas. Elle a bien fait parce qu'elle savait que j'étais un instable, probablement. Et toujours est-il que ça éclate. J'ai un chagrin d'amour épouvantable. C'est peut-être la première personne à m'avoir administré un knock-out. Et drôle de coïncidence, j'avais postulé avec elle pour aller travailler en France. Je profitais des échanges France-Québec. Et j'avais reçu un télégramme pour dire qu'on était prêt à m'accepter pour faire un stage à l'AFP, l'Agence France-Presse, de même qu'à Radio Luxembourg. Alors, je vais passer 1 an à Paris et je vais partir seul. Et pendant cette année-là, ben là, je trempe dans la culture européenne, la radio européenne, etc. Et au bout d'1 an, Guy Darcy m'envoie un coup de fil pour me dire, écoute, ton congé sabbatique est d'1 an, si tu veux conserver ton emploi, j'ai quand même un enfant. Je décide de revenir à CKLM après cette année. Gilles est séparé de Lise, sa première femme. Elle a la garde de l'enfant. Il est cependant vite en désaccord avec sa philosophie de vie et décide de prendre Nicolas à sa charge. Les entrefaites, Lise est devenue naturopathe. Et Gilles voit ça, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, il enlève l'enfant, puis il dit, écoute, je vais m'en occuper. Fait qu'il nous le confie à nous autres. Puis on le garde pendant 10 ans, Nicolas. Un petit être charmant qu'on a élevé comme s'il avait été le nôtre. Et moi, je l'aime comme s'il était mon fils. Oui. J'ai passé 10 ans de ma vie, en fait, mon enfance presque au complet chez mon oncle, Jacques Proulx, parce que mon père et ma mère ne pouvaient pas s'occuper de moi pour des raisons professionnelles. Alors, ça a été une enfance un petit peu déchirante parce que je voyais un week-end sur 2 mon père et vice-versa avec ma mère. Je peux pas dire que ça a été une enfance géniale. C'est Jacques à qui je dois beaucoup et sa femme, Louise, qui l'ont pris en charge. Et je suis très reconnaissant à l'égard de ma belle-sœur, qui a été une véritable 2e mère. Nicolas, lui est très reconnaissant, cette femme. Nous sommes en 1973.
Un autre coup de cœur frappe Gilles. Cette fois, c'est la politique. J'étais membre du PQ assez actif, bien que j'avais pas le droit. J'enfreignais bien des règles du journalisme à cette époque. Le Parti québécois me demande, Anjou, veux-tu te présenter? Et avec l'approbation de M. Lévesque, on me dit oui. Il se présente dans le comté d'Anjou. À ses côtés, il fait campagne avec Marie-Louise, qui deviendra sa deuxième femme. Il m'a fait rire parce que je lui ai demandé « De quel signe êtes-vous? » Et il m'a répondu « Maudite folle ». Et ça m'a charmé parce qu'il était direct et j'aime les gens directs. Marie-Louise, que j'ai rencontrée un peu avant la campagne électorale, s'engage avec moi et les professeurs. Il est défait par une très faible majorité de 638 voix. Et je la marie au lendemain de cette défaite. Nous voilà devant le protonotaire avec nos invités dans la salle. Et tout à coup, alors que la cérémonie était entamée, non, dit-il. Là, je me retourne, je me suis dit, oh là là, il dit non, avant le temps, avant qu'on lui pose la question, il veut plus se marier. Non, non, c'était pas ça. Non, dit-il au protonotaire, je ne me marierai pas devant le drapeau du Canada. Allez me chercher celui du Québec. Alors finalement, ils ont tout mis en branle pour aller chercher dans une autre salle un drapeau québécois. Alors on s'est mariés devant le fleur de lys. Et il était bien content. Et on a prononcé le oui. Pour revenir du voyage de noces, parce que je suis rendu à CKVL, avec une perte d'emploi encore. Mais comme pour vous dire que 2 fois, 2 mariages, 2 voyages de noces, 2 retours, avec 2 congédiements, je vous dis comme cadeau de noces, c'est assez dur à avaler. Il faut reculer encore. Un de ses amis, réalisateur à Radio-Canada, réussit à le faire embaucher à la télévision d'État. D'ailleurs, il a 63 ans aujourd'hui, en ce 4 mai. C'est à Radio-Canada que je découvre d'abord le goût de me recycler. Je constate, bon, j'ai toujours le complexe des gars du collège classique. Je vois une petite annonce dans le Devoir. On peut faire son DEC au Collège Marie-Victorin en tutorat. Par la suite, l'Université du Québec, je ferai ça. Et je vais un peu mainstream, m'articuler, si on veut. Mais les escapades ne sont toujours pas finies. En 1977, le Parti québécois lui propose de se présenter à la mairie de Verdun. Il accepte. Il mène une belle campagne, mais il est encore une fois battu. Quelle folie que j'ai faite! Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi ne pas rester là où j'étais très bien? Alors, j'appelle le président fondateur de CKVL, Jack Titleman, qui est un original, mais d'une bonté extraordinaire. Je dis, Monsieur Jack, je veux retourner à la radio. C'est fini pour moi, la politique. Puis, je me rappelle, il me dit, Gilles, moi, aime beaucoup vous, là, mais quand même, 2 fois politique, c'est très difficile pour moi, vous embaucher. Et là, il fait un long blanc, puis il se dit, vous, rappelez-moi, dans 1 mois, peut-être, j'aurai quelque chose. Je l'appelle 1 mois, jour pour jour. Il répond au téléphone. Effectivement, j'ai instruit quelque chose pour vous. Vous, beaucoup voyagez. J'allais faire des chroniques de voyage. Et c'est comme ça que je me suis réintroduit et revenu dans la boîte de CKVL. À CKVL, Micro Libre, une émission de libre propos avec Gilles Proulx. La carrière radiophonique s'engage véritablement. Il est tantôt animateur, tantôt directeur des nouvelles. Il croise sur sa route Paul Arcan, maintenant animateur au 98,5 FM. Gilles était chef des nouvelles. Alors, bon, je le connaissais pour l'avoir entendu et tout ça, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai travaillé avec lui. En fait, j'étais un de ses employés. Et donc, c'est vraiment le premier contact avec lui, contact comme employeur puis comme être humain, c'est-à-dire que là, j'ai mesuré la complexité du personnage assez vite, puis disons son degré d'impulsivité aussi, c'est-à-dire que des crises dans la salle des nouvelles, j'en ai vu. 1984, grand chambardement dans le monde de la radio à Montréal. 2 dirigeants importants de CKAC, la radio numéro 1, Paul-Émile Beaune et Normand Beauchamp, achètent CJMS et entreprennent une lutte à finir pour déloger CKAC de son premier rang. Gilles est engagé comme directeur des nouvelles. Je crois pas que Gilles Proulx avait les qualités pour diriger des gens. Et le tempérament pour être un patron. Un patron, par définition, doit tempérer les choses, essayer de faire le pont entre les employés puis de limiter les confrontations. Ce que Gilles n'est pas capable de faire, Gilles est un acteur de confrontation. Mais très rapidement, on s'aperçoit de son immense potentiel de journaliste de confrontation. Voici le journal du midi avec Gilles Proulx.
Il devient l'animateur du Journal du Midi et il a comme objectif de déloger Pierre Pascot, le numéro 1 du Midi SCKC. Au tempérament le plus froid. Après avoir bourlingué comme animateur et politicien, Gilles Proulx reçoit enfin l'occasion de faire ses preuves. Le succès sera éclatant et les scandales aussi. C'est complètement injuste que ce médecin-là m'ait accouché. C'est un incompétent, mais ça a coûté le handicap une vie normale à ma fille, cette histoire-là. Victime incompétente. Une enfance malheureuse et une adolescence perturbée. Son début de carrière fut chaotique. Mais ses grandes convictions et ses engagements profonds l'ont vite amené à se prendre en main et à se battre pour arriver là où il voulait être. La circulation des idées, mais il doit y avoir de la mesure parfois. Mais pour devenir numéro 1, il doit se démarquer. Il doit se donner un style. Arrive le film de Robin Williams, Good Morning Vietnam, qui se moque de tout le monde, fait des bruits avec sa bouche. Je dis, c'est ça la radio. Et il fallait que je greffe à cette espèce d'humour. Puis t'as pas tout de s'en prendre agressivement aux Indiens, aux syndicalistes, ou un politicien menteur, un avocat, etc. Il fallait y mettre de l'humour, de la moquerie, et j'ai rentré des personnages. La petite niaiseuse est d'accord avec ça. Viens voir les vrais chefs sous la grande tombe berbère. Il s'est dit, si je veux réussir, si je veux percer, il faut que je mette de la couleur. Il faut que je me démarque. Il faut que je sois plus spectaculaire que les autres. Il se crée plusieurs personnages, entre autres Madame Martin, une assistée sociale qui l'harcèle tous les midis, et Régis Lévesque, une personnalité sportive bien connue. Après, il me sonnait. J'étais prêt à me faire la barbe. Maintenant, comment ça se fait? Je m'appelle le matin. Bon, ben là, ça faisait le monde de ma soupe. 10 ans à la tête du Journal du Midi, c'est un journal colossal et très fastidieux, essoufflant, animé. Et ça comportait aussi parfois des risques, parce que j'étais très opiniâtre. Je m'en prenais à ce qui dérangeait. Fort du mécontentement d'un segment de la population, je défendais ces gens-là. Quelle hypocrisie, quel gaspillage, encore une fois, d'énergie, d'argent et de taxes. Alors, ça amenait comme répercussion des lettres anonymes, des balles de carabine, la prochaine tira dans la tête, une boîte d'excréments à Noël bien enveloppée, puis essuie-toi le visage avec ça. 1994, autre coup de théâtre dans le monde de la radio. CJMS et CKAC fusionnent. Me voilà derrière le micro de CKAC. C'était mon rêve. Pour moi, c'était la grande radio. Avec ma même émission, imaginez-vous, j'avais donc déplacé celui qui était là avant moi et géré du Journal du Midi. Il marque cette période par 3 grands événements radiophoniques. La crise d'Oka, le référendum et la grève des pompiers. En 1990, pendant la crise d'Oka, il prend résolument position contre les Autochtones en confrontant quotidiennement ces derniers et en donnant des leçons d'histoire venant nous resituer par rapport à ce conflit. Aujourd'hui, nous recevons le leader du oui. Encore une fois, je vous le dis, mon y touché un peuple de mort. En 1995, pendant le référendum, il invite les chefs politiques à venir débattre de la question à la taverne Magnan, devant un public passionné. Voyons donc! Vous êtes un imbécile! Monsieur Proulx, vous êtes un imbécile! Oui. Vous avez un problème! T'es un malade mental, c'est ça que t'es, un malade mental. On va aller à la pause. En 1997, c'est la grève des pompiers qui fait histoire. Une confrontation musclée oppose Gilles Proulx et les pompiers, encore à la taverne Magnan. Je pense qu'il a marqué la radio. Je pense qu'il a souvent tendance à se sous-estimer. Puis en même temps, je trouve que il a accumulé, puis là, je sens qu'il va maillir si je dis ça, mais quand même, il a accumulé beaucoup de frustration. C'est-à-dire que de ne pas être reconnu à sa juste valeur, de ne pas être reconnu comme étant le journaliste crédible, l'historien, le spécialiste des voyages, le spécialiste de la politique, par exemple, que les gens ne retiennent que le côté bagarreur, spectacle, ça, je pense, ça le fait suer. Ça, je pense, ça le fait suer. Mais je pense que mon père reste droit face à ça, reste droit face à ses convictions et c'est quand même en soi très admirable. Oh, j'ai beaucoup d'admiration pour M. Proulx. Je sais que c'est un personnage controversé. Il y a de grands admirateurs, il y a de grands adversaires. Denis Hardy est avocat. Il a été ministre de 1973 à 1976 dans le gouvernement libéral de Robert Bourassa.
Après sa défaite électorale, il co-anime avec Gilles une émission radiophonique intitulée « L'avocat et le diable ». J'ai toujours pensé que ceux qui sont ses grands adversaires ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas sa franchise, son authenticité, sa culture, sa très vaste culture. Moi, je dis souvent, il y a Gilles 1, Gilles 2, Gilles 3, Gilles 4, Gilles le gentil, Gilles l'agressif, Gilles l'hyperactif, le gueulard, Gilles le petit agneau, Gilles qui est doux, qui est... On ne sait pas lequel on rencontre tout le temps. Il est parfois très intolérant, sans vraiment gratter en profondeur le pourquoi de la chose qu'il confronte. Je connais peu de Québécois qui défendent avec autant de virulence, de passion, de détermination la langue française que Gilles Proulx. Gilles veut tellement qu'on l'aime que Gilles n'envoie pas d'invitation. C'est un subpoena qu'il nous envoie. Quand Gilles Proulx lance un livre, c'est pas un carton d'invitation, c'est une mise en demeure. T'es mieux d'être là, parce que si t'es pas là, tu vas en entendre parler pour la prochaine année. On va retourner à la tribune, il fait partie de nos sujets. J'ai vu... Malgré tout ça, malgré tout ce qu'il peut te faire, malgré tout ce qu'il peut dire, malgré que tu peux être foncièrement en désaccord avec des trucs qui avancent, il y a un côté attachant. Il y a un côté mystérieusement attachant. On ne sait pas pourquoi. Des caricatures qui font le tour du monde. Gilles n'a pas été attachant pour tout le monde. En cours de carrière, il a fait face à de nombreuses poursuites pour diffamation, harcèlement et atteinte à la réputation. Il a été reconnu coupable pour une seule des poursuites. C'est une poursuite qui l'opposait à Maître Guy Bertrand. Mais c'est en 2005 qu'il commet la plus importante gaffe de sa carrière. Il co-anime alors avec Stéphane Gendron l'émission L'avocat et le diable sur les ondes de TQS. Dans une cause de viol et de tentative de meurtre contre une jeune fille mineure, Gilles dit comprendre la thèse de l'avocate de la défense qui prétend à des responsabilités de la victime dans cet attentat. Ce qui n'a aucune espèce de sens dans les circonstances. Oui, et quelle fleur de banane qui m'a coûté cher et puis qui, évidemment, m'a amené une condamnation presque générale. J'en avais ras-le-bol de faire ces genres d'émissions de diatribe et de bipolarisation tout le temps, sur le nerf, en chicane et contre quelque chose. Alors, je l'ai regretté d'avoir perdu un contrat et une place à la télé, que j'aimais bien, mais je ne l'ai pas regretté pour le genre de formule que ça exigeait. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères. Ma vie a été un jardin rempli de femmes. Il y a du quoi plus beau qu'un jardin de fleurs. Et je dirais que le Dieu de l'amour m'a favorisé. Bien que je sois rendu à cet âge et toujours pas encore ancré quelque part, j'ai un port d'attache, mais pourquoi est-ce que je n'ai jamais pu m'arrêter? Certaines m'ont fait pleurer, d'autres c'était moi qui leur ai donné des douleurs, mais on s'est procuré de la joie mutuellement et des expériences uniques. Alors le Dieu de l'amour m'a favorisé. Il vient s'échauffer chez moi. Bianca Ortolano est l'amoureuse de Gilles. Est-ce pour la vie? Allez donc savoir. Ils se sont rencontrés en 1997 pendant un tour de chant que présentait Bianca. À un moment donné, je me suis mis à chanter « C'est beau un homme », la fameuse chanson de Charles Thérault. Et puis, je suis allée vers lui, comme ça, parce que ça disait « C'est beau un homme, en colère, c'est terrifiant, ça casse tout un homme. Pourquoi pleurer? L'amour passé, vous aurez un enfant consolé. » Enfin. Et je savais pas, au moment où j'ai chanté ça, que c'était très significatif ou très près de la réalité de ce qu'il était. Et ce que j'allais peut-être découvrir aussi. Et Bianca, qui est ma dernière à mon cœur et qui est assez spéciale. C'est une artiste avec ses hauts et ses bas, difficile à suivre, mais combien exclusive par ce tempérament artistique. Ça fait 8 ans que je suis avec elle, mais si je calcule le temps rassemblé, ça peut donner à peu près 4 à 5 ans. Mais rien que ça, c'est déjà un record dans son cas, puisque toutes mes blondes n'ont jamais malheureusement duré plus d'un an et demi, 2 ans, 3 ans maximum. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Je ne le sais pas. J'aurais peut-être besoin d'être psychanalysé moi-même.
Avec le temps, le style provocateur de Gilles Proulx a peut-être éclipsé sa reconnaissance comme journaliste et intellectuel. Heureusement pour ses proches, l'homme recèle de nombreuses qualités encore. Ce soir, dès 20h, Super Science pose un regard scientifique. J'ai une passion pour les femmes assez évidente. Il y en a plusieurs qui ont partagé sa couche là, au cours des 50 dernières années. Ah, je dis bien 50 ans. Là. Mais Gilles, il est aussi misogyne. Il aime les femmes, adore les femmes, les adore, veut les adorer, les cajoler, les caresser, mais il ne peut pas souffrir d'en avoir une à côté de lui 24 heures par jour. Et ce qui me surprend aussi dans sa relation avec les femmes, c'est que il revoit continuellement des blondes qu'il a eues des années et des années en arrière. J'ai toujours gardé des relations avec Gilles, même aujourd'hui. Je l'ai aimé passionnément. Il m'a dit m'avoir aimé passionnément. On s'aime encore beaucoup, mais de façon fraternelle. Il me l'avait demandé quand on s'est laissé. Dans une lettre, il m'avait demandé de garder un lien fraternel et de garder un lien avec son fils Nicolas. J'ai rempli les 2 mandats et 30 ans plus tard, il vient encore manger ici. Moi, dans mes relations avec toutes mes filles, j'ai le plus grand respect de la liberté de ma compagne. C'était des souverainetés associations, pour utiliser une expression très populaire. Je pense qu'il y a plusieurs visages de Gilles Proulx. Il y en a plusieurs. Il y a le tendre, il y a l'impatient, il y a celui qui va paniquer, par exemple, s'il y a une télécommande là, pour le téléviseur et ça fonctionne pas. Il faudra que ça fonctionne tout de suite. Il veut quelque chose, il le voudrait pour hier. Mais c'est un être fort attachant. C'est un homme tellement actif. Il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à faire. Il y a un livre à découvrir. Il y a une galerie d'art à visiter. Il y a un monument à tel endroit qu'il veut voir absolument, qu'il veut photographier. Et c'est ça, la vie avec Gilles. C'est palpitant, c'est passionnant. C'est sûr qu'il y a des moments un petit peu plus difficiles. Je pense que c'est peut-être propre aussi aux gens qui sont assez intellos. Ils ont besoin peut-être plus de leur espace, de se retrouver peut-être plus fréquemment que d'autres. Mais c'est une vie, en tout cas, trépidante. C'est un homme généreux, très généreux. Je pense à ses 101 dons de sang à la Croix-Rouge. 101, c'est un chiffre significatif pour lui, mais combien significatif pour ceux qui ont bénéficié de son sang. Surtout que c'est un homme en forme, hein, un homme d'une vitalité incroyable. Quelle sera la personne qui sera avec moi? Est-ce que c'est celle qui est présente ou c'est une autre dans le futur? Est-ce que je vais passer mon temps à idéaliser la fille qui devra rentrer dans mon cœur et qu'elle sera choisie pour être le dernier des amours? C'est peut-être infantile de penser de même. Un mot pour le décrire. Il y a l'enfant qui me vient en tête parce que c'est quelqu'un qui est curieux, qui a un côté impulsif, qui a une joie de vivre, il mord dans la vie. Je suis mâle, mais un macho modéré, disons, qui prend soin de sa fille, qui veut bien la protéger et qui est prêt à se battre pour la défendre, ou faire valoir ses points de vue parfois. Oui, je pourrais dire que j'ai fait le tour du monde. Tous les pays que j'avais en tête depuis la vingtaine, tout ce que j'ai vu d'intriguant dans les grands magazines Géo, National Geographic ou dans les actualités, j'y suis allé. Je me suis dit, un jour, je vais aller voir où la France a semé. Le Vietnam, c'est l'Indochine. L'Algérie, la France a semé. Je voulais voir ce que c'était, 140 ans de présence française. L'Ouganda, je suis allé là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gorilles, et peut-être dans 50 ans, il n'y en aura plus. Gilles consacre aussi beaucoup de son temps à la promotion de la vérité concernant l'empereur Napoléon. Il est le 9e à recevoir la médaille de la Légion du Mérite. Ben Wedder est un bon ami de Gilles. C'est un homme d'affaires associé au monde du culturisme dont il fonde la fédération en 1946. Il est également président fondateur de la Société napoléonienne. Gilles croit beaucoup dans l'adage de Napoléon, liberté, fraternité, égalité, de la Révolution française. Il est très loyal. Il est un homme qui croit que tout le monde devrait être libre, qu'il y aurait une fraternité entre des gens et la liberté entre des gens. Moi, je pense que Claude Jasmin avait eu la bonne idée quand il a intitulé son livre sur Gilles, « Le tirailleur tiraillé ». C'est un gars qui aime tirer tous azimuts, mais qui accepte en même temps de se faire tirailler dessus, de se faire tirer dessus lui aussi.
quand on travaille avec lui, on est fasciné par sa capacité de travail, son souci du détail, l'ordre, la fidélité à ses engagements, etc. Mais quand il ne travaille pas et qu'il se met à attendre des résultats ou des choses comme ça, sa méfiance prend le dessus. Il trouve que les choses vont jamais assez vite. Il pense qu'il va être déçu. Il pense que personne ne va lire le livre. Il pense que personne ne va s'intéresser à lui. Que les gens ne s'intéressent pas à lui pour vrai. Qu'on lui reconnaît rien. Il est toujours très surpris quand il rencontre des gens qui l'admirent pour vrai. Il pense que c'est des flagorneurs, des menteurs, des gens qui... Alors, il est devenu pas mal cynique par rapport à ça. Gilles Proulx est une personnalité difficile à définir. Pour certains, il est le diable. Pour d'autres, le bon Dieu. Chose certaine, il ne laisse pas indifférent. Ses convictions et sa forte personnalité le porteront jusqu'à la fin de sa vie. J'avais à me définir, je dirais que je suis un gars d'action, grand parleur, grand faiseur. J'ai réalisé tout ce que j'ai dit à 99,9%. Au niveau de ma carrière, j'ai passablement réalisé ce que j'avais souhaité. C'est sûrement un des hommes les plus sincères que j'ai rencontrés de ma vie, même quand il est insupportable. Il est toujours sincère. C'est un homme indépendant. C'est probablement le journaliste le plus indépendant que j'ai connu de ma vie. Et je suis un aventurier de nature. Je ne sais pas si c'est mon côté ou le tempérament bélier qui fait ça, mais je n'ai pas peur. Je suis peut-être un peu faro à dire ça. On prend des risques à dire je n'ai pas peur. Mais règle générale, je n'ai pas peur. Je vais au-devant du danger. J'en récolte une joie quand je m'en sors, bien sûr. Il a déménagé 23 fois en une vingtaine d'années, presque toujours sur le bord du fleuve. Ses appartements sont toujours orientés vers la mer. Et si vous regardez sur les murs, c'est des souvenirs de voyage. Il ressemble à un capitaine qui est toujours prêt à partir. Et 4 fois par année, il part. Il ne peut pas rester, il est toujours prêt à partir. Souvent, il revient sur le fait qu'on est un des rares peuples dont la révolution a été tranquille. Alors, notre révolution est tranquille, on est gentil, on est fin, puis on est mou, selon lui. Alors, il vient continuellement avec ça et il est déçu de ça. On dirait qu'il y a eu un affaissement culturel au niveau de la langue, au niveau de la vulgarité qui se répand. Tout ce qui est facile s'institutionnalise. Je ne suis plus tellement idéaliste, je suis devenu un athée politique. Je ne crois plus beaucoup au changement politique. Je ne crois pas beaucoup aux politiciens. Je trouve qu'on est rentré dans une ère de médiocrité politique. Alors, je ne crois pas tellement à la transformation. Alors, l'idéalisme n'entre pas en ligne de compte. Lorsque j'ouvre le micro, je redeviens, avec l'adrénaline nécessaire, un animateur dynamique qui veut secouer un auditoire, parfois endormi, pour les sensibiliser sur certaines choses importantes, l'environnement, le respect de la nature, le respect de la langue, une éducation, le civisme, ce sont mes marottes. Gilles Proulx s'est fait à force de bras. Il a complété une maîtrise sur la présence de l'Église dans les médias. Il a enseigné à l'Université de Montréal. Il a aussi enseigné les communications au Sénégal. Il a écrit 13 livres. Il a reçu plus de 10 prix honorifiques, dont le prix Judith Jasmin, prix de qualité journalistique, et la médaille Benemerente di Patria pour la défense de la langue française. S'il y avait des choses que je me serais instruit davantage, peut-être j'aurais fait mon droit, peut-être que j'avais été plus costaud, j'aurais fait un joueur de hockey. J'aurais aimé devenir un dieu du stade. En part ça, je suis bien satisfait du choix et de la carrière qui m'a adopté. Et une autre fierté pour Gilles, son petit-fils Napoléon. J'aime beaucoup Napoléon. Je pense qu'il essaie de lui donner ce qu'il ne m'a pas donné dans mon enfance. J'ai beaucoup d'estime pour mon père. Beaucoup. Beaucoup de respect aussi. Je suis très heureux dans la vie. J'ai peut-être des petits moments, des fois, de réflexion maussade, mais non, tous les jours, je remercie le bon Dieu quand je vois la lumière. Je me dis encore une autre journée, c'en est une de moins dans ma vie.